Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à ce rendez-vous de 20h15 sur le miroir de la foi. Nous ouvrons cette édition avec le lancement ce matin à Tanout, région de Zander, des travaux de réhabilitation de la route Tanout-Tigidit 225 km. C'était sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Le commentaire avec Alouma Mansani sur les images de nos envoyés spéciaux. Ils étaient tous présents, les responsables et le chef coutumier de la région des Anders, à cette grande cérémonie officielle de la réhabilitation de la route Tanout-Tigidit. Cette initiative entre dans les cadres de la mise en œuvre du programme de la Renaissance relatif au désenclavement de toutes les zones rurales du pays, afin de connecter toutes les régions du pays pour un développement durable. Pour le gouverneur de la région des Anders, celui-ci se réjouit de cette volonté politique du président de la République, Alhaji Issoufou Mahamadou. À Zander, la population en tant que témoin et bénéficiaire direct de toutes les réalisations m'a chargé de vous transmettre de vive voix et toute la gratitude pour la marque d'attention que vous lui avez toujours témoignée depuis votre accession à la magistrature suprême de notre pays. Je puis vous assurer que votre nom restera à jamais gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire du Niger en général et de Zander en particulier, car, comme dit l'adage, le temps n'efface pas la trace des grands hommes. Je ne saurais terminer mon allocution sans réitérer les sentiments de gratitude de l'ensemble de la population de la région de Zander, qui se réjouit de tout l'intérêt que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, porte à son égard. Présent à cette circonstance, le ministre du Budget, représentant le ministre de l'Équipement par intérim, celui-ci est revenu sur la particularité et les raisons de cette action, traduisant la mise en œuvre du programme de la Renaissance, acte 2. Le coût de ce projet est d'un montant de 175 millions de dollars, soit 93,6 milliards de francs CFA, dont le financement a été soumis au conseil d'administration de la Banque mondiale, comme je le disais tout à l'heure. Il contribuera à réduire de moitié le trajet de route entre Zander et Agadez et améliorera aussi le commerce entre les régions agricoles excédentaires et déficitaires et les régions pastorales grâce à une route durable et sûre. Les activités d'engagement des citoyens seront utilisées pour identifier les activités complémentaires afin de garantir une connectivité accrue qui profite également aux personnes le long de cet axe pour l'économie de notre pays. Ces travaux de la construction de la route Tanout-Tigidit est un vieux rêve qui est devenu une réalité pour booster l'économie sans le doute de la région. Des travaux de plus de 90 milliards de francs CFA. Un pari gagné pour le président sortant Alhaji Issoufou Mahamadou qui, grâce à son leadership, a mis en œuvre tous les projets pour moderniser toutes les localités du pays, malgré les défis du moment. Quel est le programme du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya sur le plan sécuritaire et de gouvernance? Amadou Guello, membre de la direction des campagnes du PNDS Taraya, est au micro de nos confrères du studio Kalangu. Les actions nouvelles vont viser d'abord à mettre en place un mécanisme de renforcement de la déontologie au niveau des médias. Parce que, comme vous le savez, les avancées ont été faites, mais nous constatons aussi qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire, notamment au plan de la déontologie. Ensuite, il s'agira aussi de travailler pour promouvoir une atmosphère sereine et apaisée dans le débat public, notamment créer les conditions d'un dialogue permanent entre les partis politiques, la société civile et les médias. Il s'agira aussi
de revoir l'architecture du gouvernement et focaliser plus, avoir une architecture qui se focalise particulièrement sur les politiques sectorielles pour assurer une meilleure cohérence dans la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Et aussi un chantier très important, c'est la question de la corruption. C'est vrai que les actions ont été entreprises, mais c'est devenu endémique dans notre pays. Et là, le candidat Bazoum Mohamed voudrait combattre énergiquement la corruption à tous les niveaux de notre administration. À ce niveau, donc, les actions qui sont prévues dans le programme du président Bazoum sont d'abord le rehaussement des effectifs des FDS, un meilleur maillage, donc un maillage plus dense du territoire national en force de sécurité, de défense et de sécurité, et aussi le renforcement des capacités opérationnelles et de renseignement des forces de défense et de sécurité. Certaines actions nouvelles sont prévues. L'opérationnalisation du WAF pour pouvoir aider les familles des FDS victimes, les familles victimes de cette sécurité. Créer une école des pupilles de la République pour pouvoir justement créer les meilleures conditions pour l'éducation des enfants, de ceux qui sont au front ou de ceux qui seraient tombés au front. Renforcer aussi la communication de proximité pour amener les populations dans leur ensemble à s'engager véritablement dans la défense de leur communauté. Et déployer d'une manière générale un grand nombre de forces de sécurité intérieure pour combattre non seulement la menace extérieure, mais aussi pour combattre les actions d'insécurité à l'intérieur, notamment les vols de bétail, le banditisme, le trafic de stupéfiants, etc. Donc, pour avoir vraiment au niveau interne des forces qui soient capables de faire face à toutes ces menaces, aussi bien intérieures. Le président du mouvement pour la citoyenneté responsable MPCR, Nour Mahamadou Arzeka, a animé ce matin un point de presse. C'était sur la situation sociopolitique du pays. Suivez un extrait du point de presse. Ça fait longtemps que, à nous, en tant qu'acteurs de la société civile, préoccupés par le respect des fondamentaux dans notre pays en matière de notre vie démocratique et particulièrement en ce qui concerne la tenue de ces élections depuis le début du processus électoral. Nous nous sommes toujours interrogés sur l'inaction des acteurs appelés de par la loi à s'obliger à veiller, à empêcher à ceux qui sont en train de contrevenir à l'obligation de respecter les lois et règlements de la République de le faire. Et nous avons constaté qu'il y a des gens qui prennent des libertés avec justement la Constitution et l'ordre juridique de la République et rien ne se fait. Et c'est devenu comme une sorte d'habitude pour eux. Maintenant, nous avons vu aussi pendant le déroulement de la campagne, le code électoral, mais il interdit à l'article 193 de faire des libéralités, de faire des distributions d'argent et autres. Vous avez bien vu, je viens de vous montrer ici des lots d'argent que les gens ont fait pour dispatcher et envoyer aux gens et pour qu'ils puissent appuyer leur campagne. Et c'est devenu tellement ouvert que les gens pensent que c'est comme ça que ça doit se faire. Or, nous avons dans notre pays, au niveau de la charte des partis politiques, c'est clairement dit les moyens financiers, les sources de financement des partis politiques, comment on peut les avoir, quelles sont les catégories de financement que les partis peuvent avoir. Et on a vu aujourd'hui que le financement qui est déployé à l'occasion de toute cette campagne, la pré-campagne, la campagne et tout ce qui se passe aujourd'hui, et ça n'a rien à voir avec les dispositions, malheureusement, les dispositions légales.
Et on voit bien les gens sortir de l'argent de partout, on ne sait même pas où. Et pour être dans la position de faire en sorte qu'ils fassent leur achat de conscience et toutes les autres pratiques interdites par, bien sûr, par la loi. Mais vous avez vu, on a affaire à des gens, lorsque la loi ne les arrange pas, mais alors ils s'en foutent de la loi. Mais quand vous les envoyez, vous les voyez invoquer la loi, c'est quand elle les arrange et qu'elle peut maintenant leur donner un avantage. Mais comment on peut vivre dans une république comme ça? Nous sommes au Niger dans un état de droit. C'est ça que nous avons consacré à travers notre constitution, qui est très claire. La constitution de notre pays a dit clairement que nous sommes une république, une et indivisible, démocratique et sociale. Et que la République du Niger est un état de droit qui assure à tous l'égalité devant la loi et devant les services publics de l'administration. Parlons dans cette édition du projet de développement intégré du secteur des semences au Sahel, financé par l'ambassade des Royaumes des Pays-Bas au Niger, qui a été officiellement lancé ce mercredi 17 février 2021 à l'hôtel Radisson Blu de Niamey. Plus de détails dans ce reportage de Zainabou Gagara sur les images de Abdelmouni Abdourahman. L'agriculture est l'un des secteurs les plus importants de l'économie du Niger. La majorité de la population la pratique, mais ce secteur économique de base fait face à un problème de faible productivité de semences de base, alors qu'elles sont l'un des facteurs qui influencent le plus sur le rendement des récoltes. C'est pour faire face à ce défi que le projet du développement intégré du secteur des semences au Sahel, ISSD Sahel, a été initié. De manière générale, il n'y a pas de bonne récolte sans intrants appropriés. L'utilisation des semences de bonne qualité permet d'augmenter au moins 25% la productivité des petits producteurs et productrices. Si l'adoption de variétés améliorées par les producteurs et productrices est combinée avec d'autres bonnes pratiques agricoles, comme la gestion intégrée de la fertilité des sols, les productions peuvent doubler ou même tripler. L'ambassade des Pays-Bas ayant ouvert ses portes au Niger en 2020, le projet ISSD Sahel est un début de nos interventions pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger. Quant à la directrice régionale d'Afrique du Nord et de l'Ouest, Dr Oumou Kamara, n'a pas manqué de dire les objectifs de cette initiative. Prenant la parole à ce lancement de projet, le directeur du cabinet du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage rappelle que ce projet vient renforcer les efforts du ministère de l'Agriculture dans son engagement d'assainissement de la filière semences au Niger. Assurer la sécurité alimentaire par la croissance soutenue de la productivité et de la production des principales cultures vivrières et de rente est donc un défi que l'État entend atteindre pour le bien-être social des populations nigériennes. Ce défi ne peut être levé sans faire le recours à l'utilisation de la semence améliorée de qualité. C'est pourquoi je suis très enthousiasmé d'apprendre l'arrivée du projet de développement intégré du secteur sémencier au Sahel, ISSD Sahel, dans l'environnement sémencier au Niger. Ce projet viendra sans nul doute renforcer les efforts du ministère de l'Agriculture dans la filière sémencière au Niger. Il est attendu que ce projet se concentre sur le développement de nouveaux producteurs de semences commerciales, la professionnalisation des commerçants de semences, la mobilisation de l'expertise du secteur privé sémencier néerlandais et international au profit du secteur sémencier au Mali et au Niger, et la production à grande échelle de semences de qualité utilisées pour faire croître le marché vers un secteur agricole commercial stable et autosuffisant. Notons qu'à travers ce financement, les agriculteurs ont accès à des semences de qualité qui est un facteur essentiel de la productivité, en aidant les producteurs des semences indépendants pour l'amélioration de qualité de leur production et l'accroissement des rendements des exploitants. Collecter, traiter et diffuser des informations sont entre autres les principales déterminantes du journaliste dans l'exercice de ce métier qui est d'informer la population.
Notre reporter s'est intéressé aux difficultés auxquelles font face les journalistes nigériens et leurs attentes vis-à-vis du futur président de la République. Le reportage. Aujourd'hui, s'il fallait présenter les difficultés auxquelles le journaliste est confronté ou bien ce métier est confronté, c'est tout d'abord la première des difficultés, c'est le climat dans lequel les journalistes exercent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'à 100%, on est dans un schéma de liberté de presse absolue, vu le fait que par rapport à l'accès à l'information, il y a encore une certaine pratique qui tend à faire de la rétention de l'information, surtout cette information administrative. Et du point de vue de la collecte également, il y a des difficultés sur le terrain à pouvoir collecter véritablement l'information. Et également, il y a toujours cette épée de Damoclès qui est pratiquement suspendue au cours des journalistes quand il s'agit justement de faire des enquêtes ou bien de faire en sorte que la lumière puisse jaillir par rapport à certains grands dossiers. On l'a vu quand il s'est agi de l'affaire d'État du ministère de la Défense nationale, MDN. La deuxième difficulté, c'est les conditions de vie des journalistes. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il n'existe pas véritablement d'entreprise de presse, en tout cas quand on prend la sphère des médias privés, des médias indépendants, il n'y a pas véritablement d'entreprise de presse qui puisse permettre vraiment aux journalistes d'être à l'abri de certaines tentations. Nous avons toujours, pour justement faire face à cette question de précarité et de conditions de vie des professionnels des médias, mis en avant un certain nombre de revendications. Et ces revendications sont simples. L'une des revendications phares, sinon la principale, c'est la signature de la convention collective que nous estimons comme étant la condition sine qua non pour assurer des conditions de travail et de vie meilleures aux professionnels des médias. Et parmi les propositions que nous avons faites, effectivement, figure la répartition de la redevance au RTN avec les médias privés, parce que la redevance au RTN, pour tout celui qui a sa facture d'électricité, doit savoir de quoi il s'agit. Donc financièrement, il n'y a pas de soutien. L'État ne soutient plus les organes des médias et la possibilité, c'est ça on a dit, c'est peut-être la redevance. Et tant que ces conditions ne sont pas créées, les promoteurs ne signeront jamais, ça il faut se le dire, cette convention collective-là. On parle de liberté d'expression, mais beaucoup de nos camarades aussi sont molestés, sont intimidés, voire menacés pour leurs écrits ou pour leurs reportages ou leur production radiophonique. Donc avec de tels comportements, moi je me dis que le métier de journalisme rencontre tous les problèmes du monde. Et cela, nous, au contraire, ça ne nous décourage pas. Au contraire, ça nous pousse même à aller de l'avant. Parce que je dis, quand un journaliste voit qu'il est sur une actualité, que celle-ci dérange, ça le motive encore plus à continuer. Mais il ne faut pas que de l'autre côté, des personnes pensent que nous sommes là pour mettre des bâtons dans les roues. Non, nous sommes là pour faire un boulot, et que nous laisser faire notre boulot, c'est la moindre des choses. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous fait un peu mal, c'est que quand il y a une actualité aujourd'hui et quelque chose passe dans le pays, les médias occidentaux sont plus privilégiés par rapport aux médias locaux. Et c'est ce qui nous désole. Mais malgré ça, ça nous dérange pas, mais on fait notre boulot. Et quand on reprend l'actualité, on va en profondeur, cela nous permet de faire encore sortir plus d'informations. Et même ces médias occidentaux sont obligés de composer avec nous. Aujourd'hui, certains qui sont des relais pour des points focaux pour ces médias, aujourd'hui, ils savent et ils doivent travailler avec les médias. Donc, je pense que l'accès à l'information ne doit pas être un tabou. On doit favoriser aujourd'hui les conditions pour que les journalistes puissent aujourd'hui aller au ministère de la Santé, demander une information, qu'on leur donne un document au ministère de la Défense, au Trésor, qu'il n'y ait pas toutes ces entraves pour nous empêcher de faire notre boulot. Pour les reportages dans cette édition consacrée à la disponibilité des fruits et légumes ces derniers temps sur le marché. Le reportage avec notre stagiaire Mamadou Issoufou sur les images de Abdel Nasser Abdou.
Ces moments-ci, on constate une disponibilité importante des produits saisonniers sur le marché à Niamey. Ces produits proviennent de l'intérieur du pays et la diversité de ces produits font le charme du marché. Ces produits sont disponibles à des prix abordables et la clientèle s'en réjouit. da uku haka yau me yanzu sun kawo shi mutane da yawa kowace rana yanzu muna sauke tedem uku fudu ko na uku to yanzu shine yasa gashi ne kuke na ganin shi an mutane suna dauka shi suna kokari suna dauka shi masu sare amma yana bacewa a yanzu sai kaman muna gani kaman sun kwashi da yake baya ta yanzu ya saya yanzu baya ta ba kaman da yanzu ko ina cikin garin in ka kewa ka tarda wannan kwamfutar yanzu kiliyantin sun yi kokari mun gode bisa bala mana suna sai kullum amma abin yayi yawa to wanda muke so iko da kanshi ko wani proje ya taimaka ya zo ya rage mana don saboda mun ga za a lalace bai sai ba ya fara lalacewa mun zama a rage mana wannan asara kuwa kar a yi asara cikin birnin Yamai wannan shine muke so gwamnati ko wani proje ko wani mata hannu da shigini ko partenaire manya ba fa wannan su zo su sai. Espérons que les producteurs continuent de produire ces fruits et légumes pour atteindre l'autosuffisance alimentaire au Niger, l'un des objectifs de l'initiative 3N des autorités actuelles. Parlant de religion de cette édition, la construction profonde des tombeaux est devenue une mode à Niamey. Comment l'islam juge-t-il cette pratique? Élément de réponse dans ce reportage. La tombe est une fosse où on enterre les morts. Cependant, chez nous, l'installation sur les tombeaux, soit d'une pierre, soit un piquet en bois ou autre chose, est devenue une habitude qui permet de marquer une tombe pour permettre à la famille de la reconnaître. Malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, certains procèdent à une construction profane qui est contraire à la loi islamique. Tout ce que le prophète n'a pas fait, tout ce que ses compagnons proches n'ont pas fait, tout ce que les gens qui ont accompagné l'islam n'ont pas fait, eh bien c'est du folklore. Le tombe, c'est de la simplicité, il faut que ça soit bien creusé. C'est l'interne qui concerne les choses, pas les décors de dehors. Parce que l'islam n'a jamais autorisé à ce que matérialise les lieux de repos de nos gens. Donc c'est pas bon. Ce qui est bon, c'est de l'amener en toute intimité et l'encadrer, creuser les tombes de telle sorte qu'il soit bien à l'aise, ne soit pas plié ni au niveau du pied ni au niveau de la tête. C'est tout ce qui importe. Tous les restes qui sont visibles dehors là, ce n'est que des folklore. Il n'y a pas d'islam dans ça. L'islam veut même que tu caches vraiment certains. Il ne faut pas exhiber les morts. Il ne faut pas les décorer, il ne faut pas attirer les yeux vers eux. Donc c'est interdit en islam. C'est pas bon. Les gens n'ont qu'à faire attention avec ce qu'ils font. C'est que c'est une manière de se faire différencier avec les autres. Or, tout ce qui est différenciation est interdit en islam. Voilà en gros ce qu'il faut retenir le plus simplement possible sans rentrer dans les détails. Parce que nous sommes là pour imiter ce que ces prophètes-là nous ont amené. Donc, je répète, le prophète n'a jamais dit ça. Il n'a jamais encadré une tombe. On n'a jamais décoré l'endroit des choses. Il a simplement dit que amenez vos morts dans l'intimité, en invoquant Allah, en invoquant la miséricorde d'Allah et de faire en sorte que les trous dans lesquels vous allez les mettre soient un trou large, vraiment où ils seront bien couchés et dans le bon sens. C'est tout ce qui importe. Ce qui est dehors n'est pas islam. Il faut noter que cette situation interpelle la communauté musulmane pour le respect strict de la construction des tombeaux selon la religion. Particulièrement, les marabouts doivent multiplier davantage les prêches et les sensibilisations pour un retour à la loi islamique.
point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Les programmes en continu sur la télévision Tambara. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.